Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les principaux titres de ce journal. Vaste remaniement ministériel au Ghana sur décision du président Nana Akufo-Addo, qui a notamment remercié son ministre des Finances, critiqué pour sa gestion de la crise économique. Malgré des avancées, de nombreux enfants servent encore dans les rangs de groupes armés au Soudan du Sud. Les autorités se disent mobilisées dans la lutte contre le phénomène des enfants soldats. Inondations, cyclones, feux de forêt, l'Afrique est exposée à de multiples risques naturels qui tendent à s'amplifier sous l'effet du réchauffement climatique. Nous verrons dans ce journal comment l'ouest du continent, l'une des régions les plus à risque, se prépare à faire face à la multiplication des catastrophes naturelles. La mobilisation ne faiblit pas au Sénégal. Ce jeudi, le mouvement des détenus a tenu une conférence de presse à Dakar, au siège d'Amnesty International. Le mouvement déplore près de 250 arrestations abusives lors des manifestations qui ont suivi l'annonce du report de l'élection présidentielle. Le mouvement des détenus invite les Sénégalais à descendre dans la rue ce samedi aux côtés du collectif des familles des détenus politiques. Ce même samedi, un autre rassemblement est prévu par la plateforme de la société civile Arsounou Élections qui exige la tenue de l'élection présidentielle avant le 2 avril, date qui marquera la fin du mandat du président de la République Macky Sall. Un remaniement ministériel a été opéré ce mercredi au Ghana. Le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, ne fait plus partie de la nouvelle équipe. C'est l'un des faits marquants de ce changement. Ken Ofori-Atta a été critiqué pour sa gestion de la crise économique, la plus grave que le Ghana ait connue depuis des décennies. Il est remplacé par Mohamed Amin Adam, qui jusqu'à sa réaffectation était ministre d'État au ministère des Finances. Nathalie Moore. Le gouvernement ghanéen a connu son plus important remaniement depuis 2017. Le président Nana Akufo-Addo a limogé 11 ministres le 14 février 2024. La sortie la plus importante de l'exécutif a été celle du ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, remplacé par Mohamed Amin Adam, avec effet immédiat. La révision de la composition du gouvernement vise, selon la présidence de la République, à apporter des transformations profondes dans l'administration ghanéenne. De nombreux Ghanéens en sont venus à associer l'ancien ministre des Finances à bon nombre des difficultés économiques auxquelles nous avons été confrontés. Dans cette mesure, ce changement serait considéré comme quelque chose de positif. Le remaniement affectant des postes ministériels clés devrait relever les défis économiques et améliorer la trajectoire de développement du pays. 7 ministres ont été définitivement sortis du gouvernement, notamment les ministres de la Santé, Kwaku Agyeman Manu, et de l'assainissement et des ressources en eau, Freda Prempeh, moins d'un an après son entrée dans le gouvernement. Pour des observateurs, le principal regret réside dans le fait que le nombre de ministres soit maintenu. Selon eux, la composition du gouvernement ne répond pas à la promesse de réduction du train de vie de l'État prônée par le président Akufo-Addo. En plus, nous sommes dans une année électorale. Il y aura des pressions sur les ministres. Le gouvernement actuel voudra dépenser pour impressionner le peuple. Vous vous rendez compte qu'ils voudront lancer de nouveaux projets juste pour obtenir des votes. Mais cela entraînera des dépenses excessives. Et il faudra beaucoup de temps pour résorber le déficit qui en découlera. À l'annonce du nouveau gouvernement qui doit être validé par le Parlement, le président Nana Akufo-Addo a reconnu la contribution de l'exécutif sortant dans la réalisation du mandat présidentiel au cours des 7 dernières années. On peut notamment citer la restructuration de la dette ghanéenne obtenue sous le leadership de l'ancien ministre des Finances, Ken Ofori-Atta. Le gouvernement éthiopien rejette en bloc les accusations de la Commission éthiopienne des droits humains qui a mené un travail d'enquête sur l'exécution de victimes civiles consécutives à des combats entre les forces de sécurité gouvernementales et des milices. Les forces gouvernementales éthiopiennes ont exécuté le 29 janvier au moins 45 habitants dans l'état régional de l'Amhara, au nord-ouest de l'Éthiopie, où elles combattent des milices locales, dénonce la Commission éthiopienne des droits humains. Les victimes auraient été exécutées car accusées de soutenir la milice des Fano. Le HRC, qui n'a pas pu mener à bien son enquête à cause de la situation sécuritaire, estime que le bilan des victimes serait en réalité plus lourd que celui annoncé.
Un nombre en constante augmentation ces dernières années. Selon l'UNICEF, 300 000 enfants, garçons et filles, sont actuellement enrôlés de force dans des groupes armés. Le phénomène est particulièrement présent sur le continent africain. La tragédie des enfants soldats, c'est notamment le cas au Soudan du Sud où durant la guerre civile, des milliers d'enfants ont été arrachés de force à leurs familles et enrôlés dans les groupes armés. Un véritable fléau contre lequel les autorités se disent déterminées à mettre un terme. Marie-Raphaël Antolo. Les forces de défense du peuple du Soudan du Sud ont réitéré le 12 février 2024 leur engagement à mettre fin au recrutement d'enfants dans l'armée. Selon le directeur de la protection de l'enfance au sein de la SSPDF, l'utilisation d'enfants dans le conflit armé est une grave violation aux droits de l'homme, raison pour laquelle le pays multiplie les initiatives pour éradiquer le phénomène. Dans cette guerre où les enfants paient le plus lourd tribut, essayer de reconnaître que toutes les parties engagées dans ce conflit doivent savoir raison garder parce que utiliser des enfants comme des chairs à canon, utiliser des enfants comme des combattants, travailler même dans le sens propre du terme est une aberration. Au Soudan du Sud, plus de 4000 enfants associés au conflit armé ont été libérés de diverses factions armées entre 2013 et 2022. Les enfants libérés appartenaient principalement à l'ancienne faction Cobra du Grand Pibor et au mouvement de libération nationale du Soudan du Sud dans l'Western Equatoria State selon la commission de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Il faut permettre aux enfants d'avoir une éducation, d'avoir une croissance, d'avoir accès à des services de santé qui les permettent de construire un avenir afin de bâtir une nation forte. Le gouvernement sud-soudanais a signé le 13 mars 2023 avec les Nations Unies un plan d'action pour mettre fin et empêcher le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats au sein de l'armée. Le gouvernement a également signé en février 2020 le plan d'action global pour mettre fin aux 6 violations graves contre les enfants dans les conflits armés. Il s'agit entre autres des massacres, des mutilations, des enlèvements, des violences sexuelles, des recrutements dans des groupes armés et des frappes visant les écoles, selon l'UNICEF. Le Maroc franchit une étape dans son activité portuaire. Au cours de l'année 2023, l'activité a dépassé pour la première fois la barre des 200 millions de tonnes de trafic, soit une augmentation de plus de 7% par rapport à l'année précédente. Les explications de Catherine Gombe. Le Maroc vient d'inscrire un nouveau record dans son activité portuaire en dépassant pour la première fois le seuil des 200 millions de tonnes de trafic. En effet, selon des données fournies par le ministère de l'Équipement et de l'Eau, le volume total du trafic portuaire a atteint en 2023 les 209,4 millions de tonnes, marquant une augmentation de 7,4% par rapport à l'année précédente, soit 2022, où le trafic s'élevait à 195 000 tonnes. Une situation que certains experts attribuent au climat économique mondial. Le système portuaire marocain, tel qu'il est actuellement organisé, il reflète une situation qui est nationale ou internationale. Donc c'est le climat international. Ce ne sont pas les ports qui ont plus traité ou moins traité. Il faut bien comprendre que le système portuaire marocain est un thermomètre. Donc on ne va pas expliquer pourquoi le thermomètre indique telle ou telle température. On peut le faire, mais ce n'est pas lié au système en lui-même, c'est lié à l'environnement national et international. Cette progression est la somme d'une augmentation dans plusieurs secteurs, notamment le transbordement qui a vu son volume croître de 14% pour atteindre 96,7 millions de tonnes, soulignant l'importance du royaume chérifien comme hub logistique dans le bassin méditerranéen. Par ailleurs, le trafic domestique également a connu une légère hausse de 2,3%, totalisant 112,7 millions de tonnes. Les importations et les exportations ont respectivement augmenté de 1,9% et de 3,5%. La répartition du trafic portuaire global en 2023 tient également compte du trafic maritime dans les ports marocains qui a connu une croissance importante en 2023 avec l'accueil de plus de 27 900 navires de commerce, soit une hausse de 16% par rapport à 2022. Le système portuaire est un système qui est maîtrisé et équilibré. C'est-à-dire qu'il est inclusif.
il participe, il est intégré dans le système économique, dans le tissu industriel, et c'est ce qui fait sa réussite. Selon l'Institut royal des études stratégiques, cette hausse est surtout le résultat des efforts du gouvernement et du centre de surveillance du trafic maritime de Tanger en matière de surveillance des menaces des espaces maritimes, notamment la piraterie et l'immigration clandestine. L'Afrique n'est responsable que de moins de 4% des émissions mondiales de CO2, mais très affectée par le changement climatique. En Afrique, les catastrophes naturelles se multiplient. Plusieurs phénomènes liés au climat frappent le continent de manière de plus en plus répétée. C'est le cas en Afrique de l'Ouest où la riposte attendue nécessite plus de moyens. Sarah Emele. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest renforce la résilience contre les catastrophes dans les États membres afin de réduire le nombre élevé de victimes enregistrées chaque année dans la région. Les catastrophes constituent une menace pour les efforts déployés par la région pour atteindre des initiatives mondiales et continentales cruciales, notamment les objectifs de développement durable de 2030. Plus de 900 millions de personnes devraient être touchées par des catastrophes d'ici 2050 dans la région. Il est impératif que la région tire parti de son riche capital naturel et humain pour réaliser des investissements intelligents afin de répondre à des aspirations futures. Le directeur général de l'Agence nationale de gestion des urgences, Moustapha Ahmed, l'a fait savoir lors d'un atelier de consultation pour les parties prenantes de la région le 13 février 2024 à Abuja. Malgré les efforts de la CEDEAO dans la mise en place d'initiatives telles que le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030, l'agenda africain 2060, y compris le programme d'action de l'Union africaine et le traité de la zone de libre-échange continentale africaine, l'agriculture de subsistance, les cultures itinérantes et le pastoralisme basé sur les mouvements saisonniers transfrontaliers du bétail du passé sont devenus insoutenables face à la croissance exponentielle de la population et à la diminution des ressources foncières. Le PNUD, mais aussi d'autres agences des Nations Unies, ainsi que nos partenaires, tentent d'aider la Commission de la CEDEAO à remplir son mandat, à renforcer la résilience des populations dans la région, afin de leur permettre de résister à cette crise et de s'en remettre. L'impact du changement climatique devra se traduire par des situations météorologiques plus extrêmes, telles que des pluies abondantes, entraînant des inondations et des sécheresses dévastatrices, reste la menace la plus grave en Afrique de l'Ouest. En 2022, le Nigeria a connu sa pire inondation jamais enregistrée, avec plus de 665 morts, 3181 blessés, 4 476 867 personnes touchées, donc 2 437 411 déplacés. La FIFA a dévoilé ce jeudi le premier classement de l'année 2024. Aucun changement concernant le top 10. Cependant, la Coupe d'Afrique des Nations de football a permis à certains pays de remonter dans le classement mondial, comme la Côte d'Ivoire, vainqueur de la CAN 2023. Le pays a gagné 10 rangs et se classe désormais 39e. Quant au Nigeria, la progression est encore plus incroyable. La nation passe de la 42e à la 28e place. Le Maroc et le Sénégal restent dans le top 3 des pays africains. Par contre, mauvaise nouvelle pour la Tunisie et l'Algérie qui chutent dans ce classement de la Fédération internationale de football. Un complexe sportif a été inauguré à Accra cette semaine, un grand centre qui se veut ultra moderne et à la pointe de ce qui se fait de mieux. Ce centre comprend entre autres des piscines olympiques ainsi que des salles pouvant accueillir diverses compétitions sportives. L'inauguration de cette infrastructure intervient quelques jours avant le coup d'envoi au Ghana des Jeux africains. Nathalie Mo. À 25 jours de l'ouverture des Jeux africains 2023 au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a inauguré le complexe sportif Borteman dans la capitale Accra. Présenté comme un centre d'excellence sportive, cette infrastructure compte 2 piscines olympiques de 10 couloirs chacune, dont une réservée exclusivement aux entraînements. Le complexe sportif Borteman, d'une capacité de 1000 places, est également équipé pour accueillir des matchs de basketball, badminton, netball, tennis de table et haltérophilie. I place the full commitment of government to ensure that all visitors to the country are secure.
Je vous assure du plein engagement du gouvernement à veiller à ce que tous les visiteurs du pays soient en sécurité, bénéficient de la meilleure hospitalité que le Ghana puisse offrir et vivent les plus grands Jeux africains. En conséquence, j'ai l'honneur et le plaisir singulier de déclarer l'installation sportive Borteymen pour les 13e Jeux africains d'Accra 2023 dûment mise en service. The 13th African Games Accra 2023 duly commissioned. L'achèvement de la construction du complexe sportif Borteyman d'août 2021 à février 2023, selon le président Akufo-Addo, souligne l'engagement du gouvernement en faveur du développement du sport. Dans son discours d'inauguration, le chef d'État ghanéen a salué la rénovation et la construction de l'ensemble des installations destinées à accueillir les 13e Jeux africains du 8 au 23 mars 2023. 8000 athlètes, officiels, journalistes et supporters seront également accueillis au stade de l'Université du Ghana et dans un dôme provisoire de 500 places pour le handball, le volleyball, le judo, le karaté, le taekwondo, l'escrime, le bras de fer, entre autres. Notre décision d'adopter une méthode hybride s'est avérée judicieuse puisque les installations de l'Université du Ghana et ici à Borteymen sont prêtes pour accueillir la 13e édition des Jeux africains. L'organisation des Jeux africains a motivé le gouvernement à accélérer des projets de développement d'infrastructures sportives dans le pays. Le président Nana Akufo-Addo a ainsi cité les rénovations en cours des stades d'Accra, de Cape Coast et de Baba Yara, ainsi que la construction de 10 stades régionaux, dont 6 ont été achevés. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.